Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Ombline de Ternay. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire un don à notre association en cliquant sur le lien qui est indiqué dans la description de ce podcast. Et en retour, vous recevrez un abonnement à notre magazine Histoire et Civilisation. Alors les caractères, les personnalités et les parcours des numéros 2 dans l'histoire varient significativement en fonction des époques et des lieux. Qu'est-ce qui caractérise la posture d'un numéro 2 ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Varine Pézé. Varine Pézé, bonjour. Bonjour Ombline de Ternay. Vous êtes maître de conférences à Paris-Créteil et spécialiste d'histoire sociale à l'époque carolingienne. Et vous avez donc dirigé aux côtés de Pierre-Emmanuel Guigaud « Être le numéro 2 », publié aux presses universitaires de Rennes. Alors, qu'est-ce qui caractérise un numéro 2 ? Donc les cas de figure évoqués dans votre ouvrage collectif permettent d'observer que la présence des numéros 2 est presque systématique auprès des représentants du pouvoir. Alors pourquoi s'intéresser au numéro 2 ? Pourquoi s'intéresser au numéro 2 ? Il y a plusieurs raisons à cela. Alors peut-être une raison conjoncturelle pour nous, Français, vivant en 2024. Notre 5e République a eu besoin de réinventer sans cesse l'articulation entre le numéro 1 et le numéro 2 avec la cohabitation dans les années 80 et 90, puis avec le quinquennat qui a bousculé les élections présidentielles puis législatives, et on voit que le président et le Premier ministre cherchent un peu le rapport juste de pouvoir entre leurs prérogatives respectives. Donc déjà, qu'est-ce qu'un numéro 1, qu'est-ce qu'un numéro 2 ? On se le pose beaucoup comme question entre l'hyperprésidence et le président effacé au contraire. Donc c'était une bonne idée, à notre avis, à Pierre-Emmanuel Guigaud et à moi, de resituer le numéro 2 actuel dans un temps long, dans une longue durée qui remonte en fait jusqu'à l'Antiquité. Et puis il y a une deuxième raison plus générale, moins liée au contexte, c'est que le numéro 2, on essaie d'en faire un concept neuf. Aux côtés du numéro 1. Généralement, quand on écrit l'histoire des régimes politiques passés, on s'intéresse au numéro 1. On écrit des biographies de rois et on résume une période à un règne ou à un roi dont le bilan doit être défendu ou doit être critiqué. Et quand on n'étudie pas une période à travers une figure de grand monarque, généralement on étudie le peuple, mais qui est souvent la victime ou le spectateur passif des décisions politiques de ce roi. Donc entre le roi d'un côté et le peuple de l'autre, vous voyez, vous connaissez le livre de Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français, entre les deux il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'on veut s'intéresser au numéro 2, qui en fait est la clé de voûte du régime politique, puisqu'il est le lien indispensable entre le numéro 1 et l'appareil d'État. Alors, en un mot, quels sont les résultats de ce livre finalement ? Qu'est-ce que montre cette enquête sur l'histoire de long terme des pouvoirs politiques ? Eh bien, je dirais que c'est d'abord un pari réussi parce qu'on espère avoir montré que le concept, la notion de numéro 2 est utile et qu'il faut l'utiliser, il faut l'appliquer systématiquement au régime politique que l'on étudie, parce qu'on a retrouvé des numéros 2 à quasiment toutes les époques que notre volume a traité. Et on commence au IVe siècle avant Jésus-Christ, on va jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où il y a un système politique centralisé, avec une culture palatiale, avec un gouvernement, avec une accumulation de ressources, on retrouve un numéro 2. Comme le disait Montesquieu des vizirs dans l'Esprit des lois, il disait que l'apparition des vizirs est dans le despotisme une loi fondamentale. Eh bien, on essaie de généraliser encore plus le propos de Montesquieu en disant que l'apparition de numéro 2 dans un système centralisé est une sorte de loi fondamentale. Une loi empirique qu'on observe, mais une loi fondamentale, à la fois à cause de la nécessité de déléguer le pouvoir pour le numéro 1 et de se protéger en utilisant le numéro 2 comme un fusible que vous pouvez disgracier, et aussi à cause de la compétition entre les ministres qui veulent tous
être au-dessus les uns des autres, et donc se distinguer des autres en étant le numéro 2, faute de pouvoir être le numéro 1 qui souvent appartient à une dynastie, donc on ne peut pas vraiment l'imiter. Donc ça, c'est le premier gros acquis, à mon avis. Bon. Et le deuxième, en tout cas, ce que moi et Pierre-Emmanuel Guigaud on trouve intéressant, c'est que on étudie cet objet qu'est le numéro 2 dans une perspective d'anthropologie politique, dans une perspective très dynamique, et pas dans une perspective institutionnelle figée. Et quand on étudie le numéro 2 à travers cette perspective pragmatique, donc attentive aux relations entre les personnes, même aux affects, aux émotions, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une très grosse continuité entre les numéros 2 du passé, vous voyez des gens comme Richelieu, Enguerrand de Marigny, les maires du palais, et les numéros 2 actuels, les premiers ministres, et leurs relations avec le président. C'est pour ça qu'on conclut le livre par un entretien avec un numéro 2 récent, avec Jean-Pierre Raffarin. Oui, donc finalement, vous cherchez les continuités, en quelque sorte, entre continuité et rupture. Oui, tout à fait. Vous distinguez souvent, d'ailleurs, entre un numéro 2 formel et un numéro 2 informel. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un numéro 2 informel ? Les deux méritent d'être expliqués. En fait, on est parti de l'observation. C'est que il existe des numéros 2 informels. Et ça a été observé dès l'époque moderne, dès les grands érudits de l'époque moderne qu'on a lus, dans l'espace allemand, Karl Moser ou Friedrich Gottlob von Usti, constate que parfois l'antichambre des ministres reste vide, que personne ne vient les voir pour obtenir une faveur quelconque, et qu'en revanche, c'est très curieux, mais une personne, un favori, a son antichambre pleine de solliciteurs qui cherchent à parvenir désespérément au numéro 1. Et ces auteurs de l'érudition moderne des XVIIe, XVIIIe siècles sont très explicites sur le fait que peu importe le titre porté par cette personne, c'est effectivement ce que appelle déjà à l'époque le ministrissime, c'est-à-dire le numéro 2, sinon en titre, du moins dans les faits. Donc dès l'époque moderne, on a diagnostiqué le fait qu'il existe des numéros 2 informels, qui portent peut-être pas un titre exact de Premier ministre, comme aujourd'hui, mais qui sont la courroie de transmission par laquelle passe la faveur, par laquelle passe le conseil. Alors, il y a plein d'exemples de ça dans le volume collectif. Rémi Garay montre comment un vizir disgracié peut en fait garder toute son influence sur la cour en manipulant, donc dans la Bagdad du début du Xe siècle, en manipulant son successeur, qui est sa créature dont il contrôle entièrement l'entourage et dont il contrôle les ressources. Ou bien, autre exemple, dans l'Antiquité tardive, vous regardez, on a l'organigramme total de l'Empire romain tardif. C'est ce qu'on appelle la Notitia Dignitatum, c'est vraiment la liste complète de toutes les dignités du palais romain au début du 5e siècle. Donc en théorie, c'est comme nos cours d'éducation civique, on sait exactement qui est le Premier ministre, et c'est censé être le préfet du prétoire. Or, ce que montrent Fabian Schulz et Moritz Delow, c'est qu'il y a de nombreux numéros 2 différents qui ne sont pas forcément le préfet du prétoire. Ça peut être le cubiculaire, c'est-à-dire l'équivalent du chambellan, ça peut être l'impératrice, Galla Placidia. Donc, des numéros 2 informels peuvent très bien réussir à s'imposer au numéro 2 formel. Donc ça, c'était vraiment pour nous un acquis fondamental qui permet de faire le lien entre les sociétés anciennes et les sociétés récentes. Et une belle preuve de ça, c'est qu'encore aujourd'hui, vous avez des numéros 2 tout à fait formels qui portent des titres d'anciens numéros 2 informels. Le chancelier, par exemple. Vous avez beaucoup de régimes européens dont le Premier ministre s'appelle le chancelier. Le chancelier, c'était pas un titre qui était destiné à être un titre de numéro 2. C'est parce que c'est devenu un numéro 2 informel qui s'est formalisé ensuite. Donc vous voulez dire que plus largement, la distinction entre numéro 2 formel et informel, c'est la distinction entre une approche juridique d'un côté et institutionnelle de l'histoire, et de l'autre côté, une approche anthropologique et plutôt pragmatique. Oui, alors il ne faut pas affoler les auditeurs avec des grands mots qui sont plus faciles à lire qu'à entendre. Donc je vais essayer d'être assez concret. Ce qu'on appelle la logique institutionnelle, c'est essayer d'expliquer le fonctionnement de la politique à partir d'organigrammes. Donc vous voyez, encore une fois, vos manuels d'enseignement civique, avec les grands tableaux, le président, ses prérogatives, le Premier ministre, ses prérogatives. Si vous faites juste marcher ça, on n'obtient pas une lecture claire de la manière dont se passe l'action politique, parce que de manière surprenante, parfois le Premier ministre est complètement inféodé au président, parfois au contraire, il s'avère très indépendant. Donc la logique institutionnelle, elle ne suffit pas. Il faut y ajouter une logique pragmatique. Et c'est là qu'apparaissent, par exemple, les numéros 2 informels dont on parle. Donc, c'est des numéros 2 qui ne se réduisent pas à leurs prérogatives institutionnelles. Alors, dans cette mesure, qu'est-ce que ça veut dire concrètement une approche pragmatique ? Je vous donne l'exemple du numéro 2 informel dont je vous parle. Comment on le reconnaît ? Comment le reconnaît-on s'il ne porte pas de titre de numéro 2 ? Eh bien, il y a plusieurs critères qu'on essaie d'élaborer. Premier critère, c'est l'accès. Le numéro 2, c'est quelqu'un qui a accès facilement au prince ou au président, au numéro 1.
qui est son ami, qui est proche, qui peut le conseiller. Donc ça, c'est un critère très important, l'accès. Richelieu voyait Louis XIII tous les jours. Cambacérès voyait Napoléon tous les jours. C'est ça qui permet de dire que c'est des numéros 2. Deuxième critère, la reconnaissance. Le numéro 2 porte peut-être pas un titre de numéro 2, mais tout le monde sait que c'est le numéro 2. C'est Karl Moser qui dit ça. C'est que le numéro 2, le ministrissime, c'est la personne dont le nom vient immédiatement à l'esprit quand on parle d'une cour. On parle de la cour de Versailles, il y a immédiatement le nom de Fleury qui va apparaître. Donc c'est lui le numéro 2. Donc le deuxième critère, c'est la reconnaissance. C'est un homme reconnu. Et de l'extérieur, dans les sociétés anciennes, dans le monde romain, dans le monde médiéval, on l'appelle souvent le secundus, de l'extérieur. Donc on l'appelle bel et bien le numéro 2. Troisième critère, c'est le cumul. Vous n'avez pas idée du nombre de charges différentes qu'ont pu cumuler des gens comme Colbert ou comme Sully. Et c'est vraiment quand on observe ce cumul de charges qu'on voit que c'est des numéros 2 parce qu'ils écrasent littéralement tous leurs concurrents du point de vue dans les différents ministères. Vous voyez, Sully, il avait comme rente 10 fois plus que le personnage immédiatement derrière lui qui était le chancelier. Donc on voit tout de suite que c'est le numéro 2. Et le dernier critère, le quatrième critère, c'est la médiation. Le numéro 2, c'est celui par lequel tout le monde doit passer pour atteindre le numéro 1. Et ça, c'est quelque chose sur quoi revient vraiment Jean-Pierre Raffarin dans l'entretien, c'est la courroie de transmission, l'interface entre le gouvernement et tout l'appareil d'État d'un côté, et le numéro 1 de l'autre. Mais c'est ça qui fait tout le danger de sa position aussi. Alors, votre distinction entre numéro 2 formel et informel fait un petit peu penser à la distinction entre les sociétés modernes et les sociétés anciennes, avec un passage au XVIIe siècle où on passe par l'absolutisme et l'invention justement des premiers ministres. Alors, faut-il y voir une conception évolutionniste des numéros 2 et de l'histoire, l'histoire des pouvoirs en général ? Alors ça, c'est une question très difficile parce que quand on fait quelque chose de transpériode avec un objet comme les numéros 2, on a la tentation immédiate de dresser une évolution avec l'apparition, la formalisation, etc. Mais on sait en même temps, quand on a été formé en histoire, que l'évolutionnisme est quelque chose de dangereux et qu'il faut donc s'en garder. Donc je dirais qu'il faut avoir une approche nuancée. Oui, il y a bel et bien une formalisation du numéro 2 qui se déroule sous l'absolutisme. Ça, c'est ce qu'écrivent les spécialistes de l'absolutisme. C'est que les premiers ministres connaissent un véritable apogée entre 1600 et 1660. Vous voyez, Richelieu, Mazarin, Olivares en Espagne, Buckingham en Angleterre. Il y a un âge d'or des premiers ministres. Vous voyez, 4000 mazarinades qui sont adressées à Mazarin. Et ensuite, pendant les 2 siècles qui suivent, pendant tout le XVIIe, XVIIIe siècle, une vaste littérature à l'échelle européenne sur les ministrissimes. Donc, ça veut dire qu'un objet est apparu. Donc il y a bien une rupture au début de l'époque, pas exactement au début de l'époque moderne, mais avec l'absolutisme qui fait apparaître ce chef de gouvernement total qui gère vraiment tout l'appareil de gouvernement qui n'existait pas vraiment avant. Donc oui, mais d'un autre côté non, parce qu'il existe déjà avant des numéros 2, et parfois formels, regardant en Orient le vizir, et dès l'Égypte ancienne, à vrai dire, et aussi parce que ces numéros 2 des XVIIe, XVIIIe siècles sont encore très souvent des numéros 2 informels. Je prends l'exemple de Sully, à nouveau, Maximilien de Béthune, il n'a jamais porté le titre de surintendant des finances. Donc il n'a jamais porté un titre de numéro 2 formalisé. C'est le cumul à nouveau qui permet de le reconnaître, c'est sa rente, c'est son accès au prince. Colbert, même chose, Colbert ne porte aucun titre de numéro 2 formalisé. Louis XIV s'en est bien gardé, il ne voulait pas qu'on lui fasse de l'ombre. Donc même en plein XVIIe, en plein XVIIIe siècle, vous continuez de trouver des numéros 2 informels, et on y reviendra peut-être plus tard, mais même aujourd'hui. Mais alors justement, est-ce qu'on peut dire que l'invention des premiers ministres est un passage obligé de l'histoire de l'État ? C'est-à-dire que pour faire l'histoire de l'État, il faudrait faire l'histoire de ses ministres. Alors un passage obligé de l'histoire de l'État, j'irai pas jusque-là parce que les États ont des histoires diverses, et encore aujourd'hui, il existe des formes de pouvoir qui ne sont pas des pouvoirs centralisés, bureaucratiques, au sens weberien du terme. Mais la manière dont il vaut mieux le présenter, c'est qu'à partir du moment, ça c'est une loi empirique, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir se concentre, qu'une société de cour émerge, avec notamment un souverain qui assume des fonctions rituelles et symboliques très fortes, et des dignitaires qui se battent pour les ressources et pour les dignités, pour les honneurs, eh bien, la compétition entre ces dignitaires et le besoin du souverain de se protéger fait émerger mécaniquement, pour une raison de dynamique et de rapport de force, fait émerger un numéro 2 parce que ça arrange tout le monde. Ça, c'est une loi empirique, vous voyez, qui ne suppose pas une évolution, mais qui suppose l'analyse d'un rapport de force donné. Donc je dirais plutôt, dans certains contextes,
qui de fait se produisent quand un État centralisé émerge. On voit apparaître un numéro 2, mais ça ne veut certainement pas dire que tous les États sont destinés à devenir des États centralisés. Alors, vous proposez dans l'ouvrage une typologie des numéros 2. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différents types de numéros 2 que vous avez pu identifier ? Alors oui, je vais essayer de ne pas être trop long parce que on pourrait être intarissable sur un sujet comme ça, mais rapidement, il y a plusieurs types de numéros 2 formels et informels. Alors on commence bien sûr par le numéro 2 le plus formel, c'est comme le Premier ministre ou le chancelier actuel, c'est le chef de gouvernement formalisé du type Premier ministre ou grand vizir. Donc tout le monde sait et reconnaît que c'est un numéro 2, les institutions le veulent. Mais ce n'est pas le seul type. Vous avez aussi du numéro 2 plus informel. Si on remonte un peu dans le temps, et même s'il ne faut pas exagérer la coupure passé-présent, et on y reviendra sans doute un petit peu, et si on va du côté des dominations patrimoniales, où il y a une confusion entre le public et le privé, où le lieu d'exercice du pouvoir est le lieu de vie du monarque. Vous voyez, Topkapi pour les califes, Versailles pour le roi de France, c'est typique des dominations patrimoniales. Et bien dans ce cas-là, on voit d'autres types de numéros 2 émerger. Alors je dis rapidement lesquels, puis je dirai quelques mots après. Il y a la reine, bien sûr, il ne faut vraiment surtout pas oublier le rôle des femmes dans cette histoire, puisque la reine est un numéro 2 très fréquent, et dans plusieurs sociétés différentes. Donc la reine, le favori, donc j'essaie d'énumérer des idéotypes, le chambellan. Et puis on pourrait rajouter le général aussi, le général victorieux. Alors la reine, pourquoi ? Parce que quand on cherche à avoir accès au prince, qui a plus accès au prince que la reine ? Bien sûr. Donc la reine est considérée comme l'intercesseur ou l'intercesseuse privilégiée, celle à qui on envoie des lettres et celle à qui on demande de présenter des requêtes au prince. C'est une première raison pour laquelle, au nom de son influence présumée sur le prince, pour laquelle elle est considérée comme un numéro 2. Mais c'est aussi parce que la reine est la maîtresse de l'espace domestique qu'est le palais. Dans beaucoup de sociétés, par exemple les sociétés médiévales, la reine est la personne qui organise les cérémonies publiques, qui décide qui entre, qui n'entre pas dans le palais, quelle vaisselle, quelle tapisserie on sort, comment on décore le palais. Donc ça lui donne un pouvoir énorme sur cet espace domestique et donc l'accès au prince. Donc ça en fait un numéro 2 évident. Et puis vous avez un dernier cas de figure, c'est les régences, bien sûr, Blanche de Castille, Isabeau de Bavière, qui donnent à la reine un pouvoir important. Qui sont donc finalement aussi le moyen de mieux connaître ces reines quand elles sont dans cette posture où finalement elles atteignent presque le rôle de numéro 1. Oui, exactement. Alors quand elles atteignent vraiment le rôle de régente, là, effectivement, on peut parler de... Alors ça c'est une discussion intéressante, numéro 2, numéro 1, parce que vous pouvez avoir un numéro 1 qui est complètement vidé de ses pouvoirs, un peu comme la reine d'Angleterre, et puis un numéro 2 qui exerce la plénitude des pouvoirs réels. Ça, c'est vraiment la situation d'une régente, quoi. Donc oui, absolument. Et puis vous avez les autres types que j'ai énumérés, le favori. Alors ça, c'est intéressant parce que le roi doit avoir des amis. Absolument, toutes les époques sont à peu près d'accord pour dire que ce serait inhumain que le roi n'ait pas d'amis. Mais le roi se sert de l'amitié pour alimenter la compétition entre ses concurrents potentiels, et en distinguant certains par moment, et ensuite en les précipitant dans la disgrâce pour en élever d'autres. Ça permet aux souverains de réguler la compétition. Donc les souverains hellénistiques avaient des philoi, avaient des amis. Les empereurs romains avaient des amici, des amis. Tibère avait Séjan, par exemple. Et à peu près à toutes les époques, vous avez donc des rois qui ont des amis. Alors ceux qui l'ont le plus développé, à notre avis, c'est ce qu'étudie Marion Duchesne dans le volume, c'est la monarchie espagnole des 16e, mais même dès la fin du Moyen-Âge, des 14e, 17e siècle, avec le concept de la privanza. Le privado, c'est l'ami privé du roi, celui qui partage son espace privé, celui qui partage ses peines, celui qui est donc à la fois son conseiller et son ami. Et donc, dans le cas espagnol, le ministre est en même temps un favori. Donc, le numéro 2 formel est en même temps un favori, un ami. Et puis enfin, dernièrement, vous avez le chambellan, qui est le responsable de l'espace domestique, l'officier qui est chargé de stocker les ressources, d'ouvrir, de fermer les portes du palais, de savoir qui va accéder au roi. Et ça lui donne évidemment un pouvoir énorme, parce que c'est toujours la problématique de l'accès au prince. Donc dans l'Antiquité, avec le cubiculaire, dans l'Empire romain, au Moyen-Âge, avec le chambellan, le chambrier, le camerier du pape, c'est un titre de numéro 2 très fréquent. Et puis, enfin, pour finir la typologie, vous avez le général. Hobbes, dans le Léviathan, met vraiment en garde le prince contre le général victorieux qui peut le déposer. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est produit en Angleterre avec Cromwell. Et on voit encore dans des régimes très militarisés que le numéro 2 est un militaire. Vous prenez l'Iran, par exemple, vous avez le général Qassem Soleimani, celui qui a été assassiné sur l'ordre de Donald Trump en 2020, qui était le numéro 2, même officiel, du régime iranien.
Et encore aujourd'hui, peut-être même qu'on peut dire que si on transpose la guerre dans le domaine électoral, celui qui mène une campagne victorieuse peut être considéré comme un général victorieux qui menace la position du numéro 1. Et justement, je me permets de vous poser cette question. Est-ce que le numéro 2 a toujours un rôle clé dans la diplomatie ? Alors ça dépend vraiment de la configuration. Dans les régimes dans lesquels le numéro 1 est d'abord un chef symbolique et religieux, type califat, donc dont le rôle est surtout symbolique et tourné autour des rituels de cour. Il ne faut surtout pas dénigrer ça, parce que pour ces sociétés, c'est très important que ces rituels se passent bien, parce que c'est toute la cosmologie qui est en jeu. Pour que les récoltes soient bonnes, pour que Dieu ou les dieux protègent cette société, il faut que le roi accomplisse ces rituels. Et bien dans ce cas-là, ce souverain se décharge à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la diplomatie sur le numéro 2. Donc typiquement sur le vizir. C'est le vizir qui est en charge de la diplomatie dans le califat étudié par Rémi Gareil dans notre volume. Mais vous avez aussi des régimes dans lesquels le numéro 1 doit agir. Il a un rôle un peu plus exécutif. Là, c'est typiquement la France absolutiste, par exemple. Et là, la distinction qui s'opère, c'est celle que vous décrivez. Entre le dedans, qui est délégué à un numéro 2, qui est une sorte d'intendant, et le dehors, qui est, pour ainsi dire, le morceau noble de la politique, et qui est assumé par le chef de l'État, par le numéro 1. Et donc, finalement, que donnerait une histoire à plus long terme des numéros 2 ? Et comment les différents types se succèdent-ils à travers les époques et les régimes politiques ? Alors, vaste question. On a essayé de se prêter à cet exercice très difficile de l'histoire de très long terme. Alors, histoire de très long terme, j'essaierai de pas être moi-même de trop long terme et de ne pas parler trop longtemps. Première remarque, il n'y a pas toujours un numéro 2. C'est quand même très important de s'en souvenir. Déjà dans les sociétés très anciennes, les sociétés à pouvoir diffus, les sociétés segmentaires, les sociétés qui, comme dirait Pierre Clastres, résistent à l'émergence d'un pouvoir fort, eh bien, il n'y a pas de numéro 1 et il n'y a pas de numéro 2 non plus. Et deuxièmement, dans des régimes post-monarchiques, on dirait, comme la Rome républicaine, comme l'Athènes et les cités grecques démocratiques, ou dans les communes italiennes ou françaises ou flamandes du XIIe siècle, vous n'avez pas de numéro 1 parce que ces entités politiques refusent qu'un numéro 1 apparaisse. Donc pas de numéro 1, pas de numéro 2 non plus. Le pouvoir est partagé à part égale par 2 consuls, par 2 stratèges, par des consuls à nouveau, dans les communes du XIIe, XIIIe siècle. Donc déjà, c'est pas systématique. Mais bon, il n'empêche que c'est quand même, le numéro 2 est quand même très présent dans l'histoire des grands États depuis l'Antiquité ancienne, donc dans les pouvoirs centralisés anciens, donc Mésopotamie, Égypte, Anatolie et Grèce. Dès qu'apparaît une société de palais et une bureaucratie, on voit apparaître, à côté d'un numéro 1 qui est charismatique, qui appartient à une dynastie et qui a souvent des fonctions cultuelles, qui est une espèce de roi-prêtre, on voit apparaître une sorte de grand vizir, un intendant auquel est délégué, pour ainsi dire, la routine. Donc, notamment la récolte, les impôts, tout ce qui relève de l'intendance. C'est ce que Weber appelle un fonctionnaire de cour, qui prend en charge la routine. C'est ce que les Égyptiens appellent le tiati, dès 2000 avant Jésus-Christ, et il y a même une littérature du bon gouvernement qui est destinée au tiati. Donc c'est très ancien. Vous voyez, 3e millénaire avant Jésus-Christ, ça existe déjà. Ensuite, plus les régimes sont centralisés, plus ils se spécialisent, plus ils ont un personnel professionnel nombreux, plus ils ont des ressources importantes, et plus vous allez voir les fonctions se diversifier, des fonctions qui pourraient être appelées des fonctions numéro 2. Et notamment une distinction entre la fonction du chambellan, celui qui gère le palais d'un côté, qui entre, qui sort, quelle vaisselle en sort, comme je disais tout à l'heure, et d'un autre côté, le fonctionnaire de cour qui, lui, gère les impôts, qui gère l'armée. Bon. Donc cette distinction, elle existe très bien, par exemple, dans l'Empire romain tardif, qui est un empire très puissant et très spécialisé. Parce que vous avez le préfet du prétoire, d'un côté, qui gère les impôts, et qui, avec le maître de la milice, gère l'armée, parce que l'impôt sert à payer l'armée. Et ça, c'est une fonction qui est complètement séparée de celle du cubiculaire, du grand chambellan, si vous voulez, qui, lui, gère l'espace domestique. Donc il y a des types différents. Et puis, avec la chute de l'Empire romain, si je continue ma chronologie, ça reste des sociétés assez centralisées avec un palais, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Visigoths, etc. Mais elles sont moins complexes et les ressources sont moins importantes. Donc là, on voit ces types se remélanger. Il n'y a plus le préfet du prétoire d'un côté et le chambellan de l'autre. Il y a un maire du palais, sous les Mérovingiens, puis un chambrier, sous les Carolingiens, qui est le numéro 2 informel. Et lui, il mélange à la fois des tâches d'intendance et des tâches cérémonielles. C'est lui qui stocke les ressources, c'est lui qui gère ce qui reste des impôts, mais c'est lui qui gère l'espace du palais. Donc il y a un âge d'or du chambellan ou du chambrier entre la chute de l'Empire romain et le XIIe siècle. Et puis à partir du XIIe siècle, une nouvelle transition s'opère,
puisque l'État se développe. Après la réforme grégorienne, avec l'explosion documentaire, les différents États monarchiques européens se mettent à croître et à se développer. En Angleterre, sous les Plantagenets, en France, avec Louis VII et Philippe Auguste. Et là, on entre dans un nouvel âge d'or, celui de la bureaucratie royale et du chancelier. C'est l'âge d'or du chancelier qui dure du XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. C'est lui le numéro 2 privilégié entre XIIe siècle et XVIe siècle. Tellement privilégié qu'il est considéré comme dangereux par le roi, qui tend à l'éliminer, qui tend à s'en débarrasser. Vous voyez, Philippe Auguste supprime la chancellerie. Entre Philippe Auguste, donc fin du XIIe siècle, et Philippe VI, mi-XIVe siècle, hormis de très brèves parenthèses, il n'y a pas de chancelier. Vous regardez les actes royaux, il y a marqué que la chancellerie est vacante. Parce que le roi trouvait que dorénavant, puisque la bureaucratie royale était si puissante, le chancelier était quelqu'un de dangereux. Oui, parfois c'est les vides finalement qui parlent. Tout à fait, exactement. Là, ça en dit long, c'est un vide qui en dit long. Et c'est là qu'est inventée la charge de garde des Sceaux. C'est pour assumer concrètement les fonctions de ce chancelier disparu. Donc je poursuis rapidement. Le chancelier décline à partir du XVIe siècle. Le connétable, qui avait pris de l'importance sous la guerre de Cent Ans, lui aussi décline. La charge est supprimée en 1627. Alors il y a l'essor à ce moment-là des finances royales, parce que c'est des États qui font de plus en plus la guerre, qui prélèvent de plus en plus d'impôts. Donc apparaît la surintendance des finances. C'est la tâche de Fouquet, et vous savez que c'est pour ça que Fouquet est destitué, et Louis XIV décide de ne plus avoir de surintendant des finances, d'assumer lui-même la surintendance des finances. Donc une autre charge de numéro 2, la charge de surintendant des finances. Bon, et là on arrive au début du XVIIe siècle, donc tous les différents types de numéro 2 que j'ai énumérés se sont essoufflés, le connétable, le chancelier, le surintendant des finances, et on arrive à l'âge d'or des premiers ministres avec l'absolutisme. Et cet âge d'or du numéro 2, c'est l'âge d'or du numéro 1 en fait. Parce que pourquoi faut-il qu'un numéro 2 formel émerge ? Eh bien parce qu'un numéro 1 absolu est apparu. Un numéro 1 qui gouverne directement, qui se passe des conseils et qui rencontre les ministres lui-même. Et donc il faut imaginer ce que c'est que la vie d'un monarque absolu des XVIIe, XVIIIe siècles. C'est pas aussi amusant qu'on pourrait le penser. Ce sont des bourreaux de travail qui doivent à la fois exceller dans le gouvernement, rencontrer leurs ministres et mener une vie de roi courtisan. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'ils ont la tentation de déléguer, la tentation naturelle de déléguer. Roland Mounier appelle ça le roi bureaucrate. Le roi bureaucrate, il a les capacités qu'il a, donc souvent il est obligé de déléguer. Et c'est très mal perçu d'ailleurs. Les miroirs du prince disent il faut le faire soi-même, il ne faut pas déléguer. C'est les mauvais rois qui délèguent. Oui, finalement c'est le corollaire du titre de ministre favori. Oui, c'est tout à fait ça. Le roi absolu manifeste son caractère absolu par le choix arbitraire d'un numéro 2, qui est sa créature. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'en vous lisant, on a l'impression que ce concept de numéro 2 est plutôt neuf. On en entend peu parler en sciences politiques et sociales, sinon de manière un peu informelle. Est-ce que ce concept est un concept que vous avez inventé ou bien est-ce qu'il a déjà une histoire ? Alors, on ne peut pas dire qu'on l'a inventé, on va dire qu'on l'a déterré. Parce que c'est vrai, vous avez raison, la science politique raisonne de manière souvent assez abstraite, ou n'a pas en tout cas cette priorité-là, et ça c'est dans la tradition de la philosophie politique des XVIIe, XVIIIe siècles, Locke, Rousseau, c'est une pensée assez abstraite. Et donc, elle se prête peu à l'approche très pragmatique qu'on a développée. Donc, pour parler d'un numéro 2, il faut revenir à une pensée plus ancienne qui était plus pragmatique. Donc, c'est ce qu'on a fait en allant lire la pensée politique des 16e, déjà médiévale, mais aussi 16e, 17e, 18e siècle, c'est-à-dire la littérature des miroirs du prince. Il ne faut jamais oublier que le prince de Machiavel, c'était un miroir du prince. Et là, on voit des numéros 2 apparaître, parce que ces gens-là, quand ils écrivent au prince, parfois ils lui conseillent de prendre un numéro 2, parfois, il le lui déconseille. Souvent, il le lui déconseille. Machiavel dit « Attention à ne pas prendre un conseiller trop prudent qui pourrait vous détrôner ». La plupart des miroirs des princes des XVIIe, XVIIIe siècles, lorsqu'ils parlent de ce titre de ministrissime, disent aussi « Attention, c'est dangereux, ça va être comme le Séjan de Tibère ou l'Aman d'Antiochus, et c'est un roi qui va menacer le numéro 1 ». Mais on trouve bel et bien le concept chez Machiavel. On le retrouve chez Bodin, qui parle du magistrat suprême, du magistrat souverain, excusez-moi. Et encore, enfin, vraiment le fondateur, à notre avis, du concept de numéro 2, c'est Montesquieu. Parce que Montesquieu, dans son chapitre sur le despotisme, dans l'esprit des lois, parle de l'idéal type du vizir. Et il dit que c'est, je cite, je l'ai déjà cité tout à l'heure, une loi fondamentale du régime despotique, que le souverain qui ne peut pas tout faire
pour ainsi dire, arbitre la compétition entre ses ministres en choisissant un numéro 2 puissant. Donc là, c'est vraiment le fondateur de notre objet, puisqu'il a à la fois donné un nom et il estime que c'est une loi. Donc on est bel et bien dans le domaine de la science. Et puis pour finir, pour ainsi dire, la queue de comète de cette vague historiographique, c'est Max Weber. Max Weber qui a encore une manière de travailler qui fait assez penser à Montesquieu, parce qu'il aime bien les typologies, il a une culture encyclopédique. Et Weber, dans La Domination, a de longues pages, lorsqu'il parle des dominations patrimoniales, sur la bureaucratisation et l'apparition, comme il dit, d'un fonctionnaire de cour qui occupe, je cite, un poste de confiance spécifiquement politique. Alors il en donne plusieurs types, mais c'est clair que ce fonctionnaire de cour, c'est notre numéro 2. Donc il y a bel et bien eu, jusqu'à Weber, des auteurs qui ont parlé de numéro 2. Même s'ils n'appellent pas ça forcément le numéro 2, mais ils appellent ça magistrat suprême, ou magistrat souverain, ou bien vizir, ou bien fonctionnaire de cour, mais l'objet est là. Et donc on s'est contenté de le faire revivre, de faire de l'archéologie des savoirs, si vous voulez. Alors justement, sous quelle nomination et quelle fonction on retrouve les numéros 2 au cours de l'histoire ? On les retrouve sous de très nombreux titres. Alors aujourd'hui, c'est Premier ministre, président du Conseil ou chancelier, mais par le passé, vous avez le Chambriand, le Camérier, le pape aussi, c'était passé de chancelier. C'est amusant de voir que, comme le roi de France au XIIe siècle, le pape a décidé que le chancelier était trop dangereux. Et pour des raisons assez compréhensibles, c'est que l'écrit documentaire explose complètement. La papauté, elle émet 250 lettres par an au XIIe siècle, elle en émet 6000 par an minimum au XVIe siècle. Donc le type qui contrôle ça est dangereux, et il n'en prend pas. Donc vous avez vraiment une multitude de titres différents, mais ils peuvent se résumer dans la typologie que j'ai donnée tout à l'heure. Alors, de quelle manière, donc à la fin de votre ouvrage, vous avez proposé un entretien avec Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre sous Jacques Chirac entre 2002 et 2005. Et alors, de quelle manière cet entretien éclaire la compréhension justement des aspects anthropologiques et psychologiques du numéro 2 politique ? Alors on a vraiment voulu cet entretien justement dans cette idée de casser parce que ça peut prêter à sourire d'avoir un volume d'histoire qui finit avec un entretien avec un Premier ministre récent dont beaucoup de lecteurs se souviendront. Mais on voulait absolument casser la coupure entre société ancienne et société moderne et même société contemporaine en montrant toutes les continuités possibles avec la pratique du pouvoir aujourd'hui. Et pour ça, on avait besoin d'un grand témoin. Donc c'est à ce titre-là qu'on a l'entretien avec Jean-Pierre Raffarin. Et tout lecteur de l'entretien verra à quel point ce qu'il dit recoupe ce qu'on retrouve dans l'intégralité du livre. Ça montre la dimension non pas institutionnelle, mais très personnelle, très charnelle de la relation entre le numéro 1 et le numéro 2. Ce qui frappera le plus, je pense, à la lecture de l'entretien, c'est à quel point Jean-Pierre Raffarin décrit sa posture de numéro 2 de manière sacrificielle. Il est entièrement dévoué au numéro 1, qui est lui-même dévoué au pays, à la France. Donc le numéro 2, c'est la créature du numéro 1, et le numéro 2, c'est la créature du pays. Un exemple rapide, Jean-Pierre Raffarin emploie 90 fois le mot président dans l'entretien, et 4 fois seulement le mot France. 90 fois président, 4 fois le mot France. Donc ça montre très clairement où est sa priorité. Il est au service du président. Et si on avait interrogé le dit président, c'est évident qu'on n'aurait pas eu la même proportion. Il aurait beaucoup plus parlé de la France et beaucoup moins de son Premier ministre. Donc ça, c'était ce qui semblait le plus important. C'est le Premier ministre qui est au service d'un homme. Et ce service, tel qu'on le voit à l'œuvre dans l'entretien avec Jean-Pierre Raffarin et tel qu'il éclaire le reste du volume, c'est un service qui est fondé sur ce qu'on appelle le système loyauté-confiance. Le numéro 2 est loyal au numéro 1 et le numéro 1 a confiance dans le numéro 2. Et justement, quelle place Jean-Pierre Raffarin donne-t-il à cette notion de confiance et d'amitié ? Comment lui la ressent ? Alors, il dit très clairement, la notion d'amitié est vraiment importante, et il dit très clairement que le numéro 2 doit être l'ami du numéro 1, parce que à partir du moment où vous avez de la confiance, c'est difficile de ne pas basculer dans l'amitié. Et tous les miroirs du prince qu'on a vus ont bien soulevé cette ambiguïté. C'est qu'il faut que le numéro 2 ait la confiance du numéro 1. Cette confiance va forcément se transformer en amitié, mais d'un autre côté, il ne faut pas que l'amitié soit excessive parce qu'elle pourrait mal influencer le numéro 1. Donc vous avez ce paradoxe, cette contradiction qui en fait donne toute sa dynamique au champ politique. C'est que le numéro 2, c'est à la fois une opportunité et un danger pour le numéro 1. Et alors, est-ce que les numéros 2 sont toujours des menaces pour les numéros 1, justement, du fait de leur position ? Et en définitive, qui domine qui ?
C'est le numéro 2 qui menace de renverser le numéro 1 ou bien le numéro 1 qui peut à tout moment renvoyer son numéro 2? Eh ben, il y a toujours les deux à la fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça dépend entièrement du rapport de force. Et ça, les institutions ne suffiront jamais à l'épuiser. Vous voyez, moi je suis au médiéviste et qu'est-ce que c'est l'histoire du Moyen-Âge ? C'est l'histoire du renversement d'un numéro 1 par un numéro 2 à 2 reprises. Les Carolingiens renversent les Mérovingiens, ils étaient leur numéro 2, ils étaient les maires du palais. Les Capétiens renversent les Carolingiens, ils étaient leur numéro 2 puisqu'ils étaient depuis 936 ducs des Francs. Donc oui, le numéro 2 formel est toujours une menace pour le numéro 1. Mais le numéro 2, il est surtout dans une position extrêmement précaire parce qu'il est menacé des deux côtés. Il est menacé de disgrâce du côté du numéro 1. C'est-à-dire, à tout moment, le numéro 1 peut le remplacer. Et d'ailleurs, c'est plutôt un signe de bonne santé pour le numéro 1 quand il arrive à remplacer souvent ses numéros 2. Donc quand on voit comme Al-Muqtadir étudié par Rémi Garay, les vizirs se succèdent à un rythme effréné. C'est pas un signe de fragilité ou de décadence, ça montre qu'il est capable de les remplacer. C'est bon signe pour le numéro 1. Et donc, vulnérable du côté du numéro 1, mais vulnérable aussi du côté du reste de l'appareil d'État, parce que tout le monde le déteste, tout le monde veut sa place. Il y a une compétition très forte pour la position de numéro 2 qui est perçue comme un tremplin pour la suite. Donc, il y a jalousie, calomnie, haine des concurrents. Et là, tous les numéros 2 y passent, et notamment les reines dont je parlais tout à l'heure, qui sont accusées d'adultère, accusées d'ensorcellement. Vous voyez, Fastrade, l'épouse de Charlemagne, qui est accusée de le pousser à la colère à chaque occasion. Et encore tout récemment, vous voyez, Patrick Buisson, qui n'est pas exactement d'heureuse mémoire, qui était le conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez sans doute, détestait Carla Bruni. Il la détestait parce qu'il estimait qu'elle avait une influence néfaste sur Nicolas Sarkozy. Et quand il décrit les réunions, les conseils autour de Nicolas Sarkozy, il décrit avec horreur les moments où Carla Bruni passe, où elle s'arrête, où elle échange un mot avec son mari, parce qu'il a l'impression qu'elle usurpe un certain pouvoir sur lui, à tel point qu'il appelle parfois Nicolas Sarkozy le mari de Carla Bruni. Donc ça vous montre très très bien que le numéro 2, il est en situation précaire aussi bien vers le haut du côté du numéro 1 que vers le bas du côté de ses rivaux. Et finalement, quel est le principal trait commun entre les numéros 2 que vous décrivez dans votre ouvrage, toute époque confondue ? Il me semble clair, si je récapitule vraiment tout ce qu'on a vu et si je m'appuie sur l'entretien avec Jean-Pierre Raffarin, que c'est le fameux système loyauté-confiance. Ça, on insiste dessus. Richelieu en parle dans son testament politique, Raffarin en parle dans son entretien, tout le monde en parle. Il faut que le numéro 1 fasse confiance au numéro 2, sinon le numéro 2 se sent trop vulnérable et finit par craquer même psychologiquement. Et il faut que le numéro 2, lui, il doit faire don de sa personne. Il doit être d'une loyauté parfaite et en donner des preuves, par exemple en menaçant de démissionner. Ce que Jean-Pierre Raffarin faisait, par exemple, avec Jacques Chirac. Il disait, si vous voulez pas, je démissionne. Donc le système loyauté-confiance qui amène vers l'amitié et qui donne justement à ce sujet son caractère très personnel. C'est qu'il y a une relation. C'est pour ça que, depuis le début, on dit qu'il ne faut pas se contenter d'une approche institutionnelle. La relation entre président et Premier ministre, entre le roi et son chancelier, c'est d'abord une relation personnelle. Et en ce qui concerne les institutions, est-ce qu'il y a une continuité qu'on peut retrouver dans les institutions de la place et des caractéristiques du numéro 2, du rôle qu'on voudrait leur octroyer ? Une continuité de long terme, vous voulez dire ? Une continuité justement au fil de l'histoire dans l'établissement des institutions depuis l'Antiquité. Oui, alors déjà, vous retrouvez cette continuité par les titres cristallisés, ce qu'on peut appeler les titres cristallisés. C'est, encore une fois, toujours aujourd'hui en Europe, on dit chancelier. Donc ça, c'est un signe de continuité de très long terme, vous voyez. Le fait même de parler de président du Conseil, c'est un terme, enfin, comme on le faisait au XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est un terme qui a un parfum encore monarchique, l'idée d'un conseil. Donc il existe cette continuité, puis c'est une continuité aussi très, très pragmatique, c'est que le numéro 2, il se voit souvent gérer, il se voit souvent déléguer l'intérieur, ce qu'on pourrait appeler l'intendance, ou ce que De Gaulle appelait l'intendance, pour permettre au numéro 1 de s'occuper du plus important, qui est, comme on le disait tout à l'heure, soit le domaine symbolique, le domaine rituel, le domaine religieux, si on a affaire à un pharaon ou à un calife, soit le domaine diplomatique, si on a affaire à Louis XIV ou à Charles de Gaulle. Donc la distinction entre le dedans et le dehors, c'est une distinction de très long terme. Dans cette mesure, pour répondre vraiment précisément à votre question, lorsqu'on parle pour la Ve République du domaine réservé, c'est dans la continuité du dedans et du dehors des rois absolus de la France du XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, si on prend la grille d'analyse de votre ouvrage, concernant le Premier ministre actuel, quel numéro 2 est Gabriel Attal ?
Oui. Si on s'amuse à appliquer cette grille de lecture. Oui, alors on peut toujours le faire, et puis sans aucun esprit polémique en plus, juste pour appliquer la grille. Gabriel Attal, il est depuis le début dans une position très paradoxale, parce que il a été vendu aux Français, présenté aux Français comme un double d'Emmanuel Macron. Très jeune, trajectoire météoritique, arrivé au pouvoir très vite. En réalité, le plus jeune Premier ministre de la Ve République, il a battu le record de Laurent Fabius. Donc c'est un double de Jupiter. On aimait beaucoup le présenter comme ça. Cependant, contrairement à la trajectoire d'Emmanuel Macron, lui, il est sous un contrôle très étroit. Et ça, on en veut pour preuve un critère très important, c'est que son directeur de cabinet a été choisi par Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Moulin, qui est un proche du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et d'un numéro 2 potentiel qui était Bruno Le Maire. Donc, il se retrouve flanqué d'une espèce d'intrus. Ça, c'est ce qu'on a écrit avec Pierre-Emmanuel Guigaud dans un article qu'on a publié immédiatement après la nomination à Matignon de Gabriel Attal. Et ça s'est vérifié un peu tristement pour lui lors de la dissolution, parce que vous savez que normalement le président consulte le président du Sénat et le Premier ministre avant de dissoudre. Bon, on a vu que ces consultations ont été assez expéditives. Ça a été un bref coup de fil à 20h à Gérard Larcher, président du Sénat, et ça a été un coup de fil aussi à Gabriel Attal. Sauf que comment s'est passé ce coup de fil ? C'est Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui a appelé Emmanuel Moulin. Et c'est Emmanuel Moulin qui a prévenu Gabriel Attal. Ça montre qu'en fait, il était dès le début complètement cornerisé par ses propres conseillers. Et là, l'historien pense spontanément à nouveau à Fouquet, le surintendant des finances disgracié par Louis XIV, parce que Louis XIV avait flanqué auprès de Fouquet Colbert. Comme il dit, un jeune homme en qui je plaçais toute confiance. Donc il avait une espèce d'espion en permanence sous le nez de Fouquet. Et Jean-Pierre Raffarin revient, donc pour terminer sur cette question, en disant que lui aussi on a essayé de lui imposer un directeur de cabinet lorsqu'il a été nommé à Matignon. Dominique de Villepin, qui était secrétaire général de l'Élysée, a dit « Oh, on va réfléchir à qui on peut te mettre ». Mais lui, il y avait déjà réfléchi, il avait déjà trouvé quelqu'un. Il a dit que c'est vraiment très important. Donc Gabriel Attal, vous voyez, plutôt un Premier ministre sous surveillance. Il n'a pas la trajectoire de Macron, contrairement à ce qu'on nous a présenté. Et moi, je tends à penser qu'il était en fait conçu comme un général. Pour reprendre notre typologie, il était là pour gagner la bataille électorale. Il a été nommé juste avant les européennes pour faire face à un autre général qui était Jordan Bardella, jeune. Il fallait quelqu'un de jeune et de plus fort que Bardella pour battre Bardella sur son propre terrain. Et donc son sort était d'emblée lié à la victoire ou à la défaite. Et nous avons vu ce qu'il en a été. Très bien, merci beaucoup Varun Pézé d'être venu au micro de Storia Voce. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et bien sûr, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous.